De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de Monsieur Alafé Wakili. Alors concrètement, que se passe-t-il sur le continent en termes de guerre de communication? Vous avez évoqué l'intelligence artificielle, de nouvelles formes de guerre, entre la Russie, les pays de l'AES et l'Occident. Oui, il y a une guerre informationnelle, hein. Il y a chacun qui essaie de faire passer son narratif et chaque pays essaie de profiter des espaces qui se présentent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des batailles qui se font, il y a des véritables batailles informationnelles. Et bon, nous, on observe cela et notre rôle en tant que média, en tant que leader d'opinion, c'est de répondre aux préoccupations des populations et puis dire ce qui est, sans empêcher les autres de diffuser leur narratif et de faire le débat. Alors, Donc, ce qui se passe, c'est une bataille, une guerre informationnelle où chacun dit ce qu'il veut, la France chassée. D'autres même disent que non. Ils disent des choses contradictoires. La France est chassée, elle est humiliée, elle est chassée d'Afrique, mais en même temps, un autre groupe vient pour dire c'est une mise en scène parce que la France ne part pas. Elle part, mais elle reste. faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Ou bien on la chasse, elle est partie, ou bien elle ne part pas, elle est là. Alors, je m'éloigne un petit peu légèrement du sujet, mais le fait d'être dans cette guerre informationnelle-là, très rapidement, si vous aviez un conseil à donner à nos téléspectateurs, parce que c'est vrai, nous, médias, notre responsabilité est de partager la bonne information, mais eux, comment peuvent-ils se prémunir face à ce flot d'informations vraies ou fausses? Non, c'est de faire confiance aux médias classiques, connus, reconnus. Parce que la guerre informationnelle passe sur les réseaux sociaux, Oui, sur les pages individuelles, oui. puis sur un certain nombre de sites. Donc, lorsque une information tombe, lorsque une information est livrée, qu'ils aillent vérifier si ce sont des vidéos, des images, il y a des outils de recherche qui sont connus. Et si c'est une information, il peut faire la recherche pour voir en dehors du site, en dehors de la page qu'il a diffusée, quel autre média classique connu, ou pour ne pas dire crédible, des médias reconnus, des médias qui existent, qui ont des adresses, qui peuvent assumer une information. Il est important d'aller chercher là-bas. D'ailleurs, depuis quelques heures, circule une phrase, une citation attribuée au président Trump sur l'Afrique. Un message à l'Afrique pour dire Dieu a créé ceci, Dieu a fait cela, vos dirigeants ont fait ceci, vos dirigeants ont fait cela. Ça circule dans les groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on demande, ça vient d'où? Personne ne peut le dire, personne ne le sait, mais ils disent c'est vraisemblable, c'est un peu à peu près ce qu'il a dit, donc ça paraît vrai. Mais ça vient d'où? C'est sur quel média? Quel est le lien? Quelle est la vidéo? Ça n'existe pas. Voilà un exemple. Il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est le président Trump, mais demain, ça peut être un propos attribué au président Macron. Il y a eu ça par le passé, tout comme il y a les deepfakes, Oui. les vidéos qu'on fait avec la voix imitée du président Macron qui dit des choses sur l'Afrique. Dernièrement, il a dit des choses qui ont dérangé, choqué, c'était vrai, mais il y a d'autres moments, on lui a mis des propos dans des vidéos en exploitant la voix par l'intelligence artificielle, les deepfakes, ça existe. Donc, il faut vérifier, s'assurer de ce que c'est exact et surtout éviter, lorsque l'on reçoit, de diffuser. Quand on n'est pas sûr, il faut éviter de partager, de diffuser. Et puis, celui qui fait venir, lui demander qui lui a donné. Et s'il dit, c'est pas dit, bon, la personne qui lui a envoyé ça, de reposer la question, en remontant, on peut arriver à savoir d'où ça vient et puis stopper cette guerre informationnelle en termes de diffusion de fake news. Merci pour ce rappel, Monsieur Alafé. Alors, on va continuer avec mon questionnaire classique. Est-on plutôt dans une problématique de lutte de valeurs avec l'Occident que la France représente, en particulier en Afrique, et celle des pays que l'on pourrait qualifier de moins démocratiques? Un peu, mais voyez-vous, la France, pas que ça. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que les valeurs varient aussi. Oui. En Syrie, bon, on finit parce que Bachar posait problème, on finit par s'accommoder d'un régime qui arrive au motif que Bachar était pro-russe. Avec l'autre, bon, après, il y a un peu de réalisme qui arrive. Maintenant, si on devait accepter toutes ces choses-là, il n'y aurait plus de stabilité. Si on doit accepter que, bon, un groupe de militaires se fâche, un groupe de militaires prend le pouvoir parce qu'il y a un mécontentement au Niger, parce qu'en Guinée,
c'est une question de troisième mandat. Parce qu'au Sénégal, à l'époque, il y avait des tensions. Ils ont eu une élection, ils ont gagné. Mais quand ça chauffait au Sénégal, un coup d'État était possible. Bien sûr. On oublie cela. Mais ça n'a pas eu lieu. Mais c'était possible, les conditions semblaient réunies. On était au bord du coup d'État. Le président Macky Sall a été traité de dictateur. On a dit qu'il a fait un putsch constitutionnel. Tout a été dit. Donc, c'est-à-dire que il y a eu des coups d'État dans des pays pour moins que ce qui s'est passé au Sénégal. J'ai envie de citer le Gabon. Oui, bien sûr. Heureusement, les Sénégalais ont été braves, ils ont été admirables, ils ont été historiques, il faut le leur reconnaître. Ils ont gardé la stabilité dans leur pays. Il y a eu l'élection et il y a eu de l'alternance. C'est celles-là les valeurs. Voici les valeurs à défendre. Il ne faut pas soutenir les putschistes. Quand on voit ce qui s'est passé au Sénégal, on ne doit pas soutenir les putschistes. Et les putschistes doivent s'inspirer de l'exemple sénégalais. C'est ces valeurs-là qu'il faut défendre. Ce qui s'est passé au Sénégal et ce qui se passe au Sénégal. C'est ça qu'il faut défendre. Ce n'est pas une valeur occidentale, ce n'est pas une valeur française. La démocratie n'est pas un luxe. Le Sénégal n'est pas un pays riche, mais c'est un pays digne et démocratique et fier qui peut inspirer l'Afrique, qui doit inspirer le Mali. Quand ils voient le Sénégal, qu'ils ne disent pas que la démocratie, c'est pour les Blancs, c'est pour l'Occident. Parce que le Sénégal vit avec. Quand le Niger voit le Sénégal, il doit vouloir être comme le Sénégal. Quand le Burkina voit le Sénégal, il doit vouloir être comme eux et cesser de dire que la démocratie, c'est pour les Blancs. Le Sénégal l'a fait, ils peuvent le faire. Voilà comment il faut présenter l'affaire et non comme une lutte des valeurs de la France et de l'Occident, parce que certains se sont même permis d'aller à l'ONU pour dire que la démocratie est un luxe, c'est une affaire de l'Occident. C'est faux. Le Sénégal est là pour nous le rappeler et la Côte d'Ivoire se bat malgré les insatisfactions, malgré les incertitudes pour demeurer dans cette voie-là et éviter la voie de l'aventure insurrectionnelle et non constitutionnelle. On peut avoir des désaccords sur la lecture du code électoral, on peut avoir des désaccords sur les processus électoraux, sur la compréhension de la Constitution, comme ça a eu lieu au Sénégal, avec des candidatures rejetées au dernier moment, la volonté du président de la République de faire modifier le calendrier électoral. Oui. Mais ce n'est pas un prétexte pour aller à un coup d'État, pour accepter un coup d'État. Voilà le désaccord avec l'Occident et avec la France. Tout le reste, c'est de la cosmétique, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas d'autre raison. Et en allant plus loin, c'est aussi la raison de la sortie de la CEDEAO de certains pays. Ils créent l'AES, pourquoi? Pour qu'on ne leur demande plus des comptes sur la fin de leur transition, pour qu'on ne leur dise plus ça suffit, pour qu'il n'y ait plus la possibilité de leur imposer des sanctions. Ce n'est pas une bataille de l'Occident contre l'Afrique, c'est des valeurs qui doivent être universelles et avec la possibilité de donner l'occasion au peuple de décider eux-mêmes directement. J'ai envie de vous citer un cas qui, comme diraient les Ivoiriens, est dans le cas de « on est déjà né ». Je parle bien évidemment du Gabon qui a connu une insurrection et qui aujourd'hui va vers la fin de sa transition. Vous qui parlez d'inspiration, est-ce que là, ce n'est pas une inspiration d'une transition réussie? Non, une transition réussie à condition peut-être que le chef de la transition sorte du processus et ne le manipule pas pour rester lui-même président. Il peut organiser un processus libre et indépendant dans lequel il n'est pas impliqué à la ATT. S'il veut, il revient après. Mais si c'est pour se faire élire président, je pense que c'est un processus qui est biaisé, d'autant plus qu'à la base même, il n'était pas légitime à prendre le pouvoir. On a une élection qui aurait été manipulée. Mais si elle a été manipulée, il y a un vainqueur. C'est comme si en 2010, le président Alassane Ouattara aurait gagné l'élection. Et puis quelqu'un vient prendre le pouvoir pour dire, bon, Babo Ouattara, dehors, moi je fais une transition. C'est ce que certains ont voulu faire, mais ça ne sert à rien. Donc, si quelqu'un a gagné l'élection, on lui donne sa victoire. C'est ma position, mais d'autres peuvent dire que oui, on est déjà né, c'est la paix, il faut continuer. Bon, on observe, donc acte. Comme ils le font en Syrie, ailleurs, les gens prennent acte, on prend acte de ce qui est, mais ça n'empêche pas de donner son point de vue de fond, de dire qu'il ne faut pas accepter les raccourcis. Oui, le président Houphouët-Boigny a dit il préfère l'injustice au désordre. Mais souvent, l'injustice crée le désordre. En voulant empêcher le désordre, en allant, parce qu'on dit on peut réparer l'injustice, mais cette première injustice, qu'elle a été réparée, le peuple est sorti, il y a eu une élection,
un groupe a gagné et un groupe était en train de tricher. Donc il y a une injustice qui pourrait créer le désordre. Donc pour mettre fin au désordre, on, on suspend l'injustice ou du moins on poursuit l'injustice en refusant la victoire à ceux qui avaient droit à cela. Et quand on en sort, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va prendre. Est-ce que ça donne une stabilité durable? Faisons attention. On va regarder ça. Hein. Oui, on va regarder ça au cours des prochaines élections gabonaises. Voilà. Mais d'abord, revenons sous nos cieux. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle équilibrer la coopération internationale en matière de sécurité tout en préservant son autonomie décisionnelle? Oui, non, l'autonomie décisionnelle est là, mais maintenant, pour bien décider, il faut avoir tous les éléments d'information. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en coopération avec plusieurs pays, que ce soit la France, les États-Unis, Ouais. la Grande-Bretagne, Israël, la Turquie et même la Russie. Il y a un ambassadeur ici et on est présent là-bas, peut-être pas sur place, mais il y a un ambassadeur qui couvre le pays. Donc, on est en conflit avec personne, ennemi de personne, ami de tous. Donc, on a des informations de tous ces endroits, de tous les partenaires, et c'est sur la base de chaque situation et en fonction des intérêts de la Côte d'Ivoire et aussi peut-être de la sous-région, sur la base aussi des positions de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine, que en toute souveraineté, en toute autonomie, la Côte d'Ivoire prend ses décisions et fait connaître ses points de vue. Les relations se tendent, il faut le dire, hein, entre la Côte d'Ivoire et certains pays de l'AES, en particulier le Burkina Faso. Jusqu'où cela pourrait-il aller, à votre avis? Très concrètement, est-ce qu'il y a une volonté de déstabilisation de la Côte d'Ivoire de la part du Burkina Faso? Une volonté de déstabilisation, il faut le prouver, il y a des soupçons, mais il y a peut-être une tentation ou un souhait de voir un changement peut-être de régime à Abidjan. Ça existe, ça c'est évident. À défaut d'œuvrer pour améliorer la relation avec Abidjan, le souhait peut exister et ce souhait peut donner lieu à un certain nombre d'actions. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. Parce que aujourd'hui, Abidjan prend acte. Abidjan n'a pas le choix. C'est les autorités de fait à Ouaga, à Bamako, à Niamey, Abidjan entretiennent une relation minimale. Et au-delà d'Abidjan, la CEDEAO, tout en mettant la pression pour dire d'aller à l'élection, avait pris acte de ce que ces régimes étaient là. C'est des autorités de fait. Et la CEDEAO coopérait avec eux. L'UEMOA, le CFA, coopère avec eux. Parce que le franc CFA circule. On n'a pas dit, bon, on vous bloque. L'UEMOA aurait pu le faire. Ou dire, écoutez, sortez, vous ne remplissez plus les critères pour utiliser le CFA, sortez, créez vos monnaies et nous on ferme. Tout ça pouvait être fait, ça n'a pas été fait. On dit bon, on est ensemble. C'est eux maintenant qui se retirent. Au moment où, après les moments difficiles, la CEDEAO a calmé, a pris acte, a commencé à coopérer après les périodes de sanctions pour dire bon, accompagnons-les. C'est vrai, ils ne respectent pas les délais allongés. En ce moment, eux, comme ils veulent vraiment durer plus que de mesures et des raisons, qui ont dit non, bon, ils veulent maintenant coopérer, nous, ils se calment, nous, on sort. Donc, eux mettent la pression. Voici la réalité. Et mettant la pression, ils se disent que peut-être tant que Abidjan sera dans cette posture avec les mêmes gouvernements, les autres pays de la CEDEAO, bon, rien ne changera. Et on peut voir que ce n'est pas un changement de régime qui change les choses. Hein. Au Sénégal, le président Macky Sall est parti, il avait la même posture que les autres pays de la CEDEAO. Est-ce que les nouveaux dirigeants du Sénégal, qui ont de bons rapports peut-être individuels ou personnels avec le Mali, le Burkina et le Niger, est-ce qu'ils ont changé leur politique? Ils sont dans la CEDEAO, ils sont dans le CFA, ils ne les suivent pas dans l'AIS. Le Ghana, qui vient d'avoir un nouveau président, il disait que le président Akufo-Addo était peut-être contre eux, était dans le groupe des pays sous l'ordre de Macron. Le nouveau président qu'ils ont salué, qui a des bons rapports, est-ce que ça va changer fondamentalement? Donc, il faut qu'ils se ravisent pour comprendre que ce n'est pas parce que peut-être demain, il y aura un nouveau régime en Côte d'Ivoire que les intérêts de la Côte d'Ivoire ou peut-être la vision de la Côte d'Ivoire vont changer.
Et c'est sur ces interrogations et ces éléments de réponse que nous devons clore notre entretien. Monsieur Alafé Wakili, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info.